Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Tout a commencé avec ma grand-mère. Je n'étais qu'un enfant quand les médecins l'ont renvoyée chez elle en chaise roulante pour qu'elle y meure. Ils avaient diagnostiqué une maladie cardiaque au stade terminal et elle avait déjà subi tellement de pontage que les chirurgiens avaient fini par être à court de tuyauterie. Chaque cicatrisation après une opération à cœur ouvert avait rendu la suivante plus difficile jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien faire. Elle n'avait que 65 ans et sa vie était sur le point de se terminer. Je crois que ce qui pousse nombre d'enfants à vouloir devenir médecin, c'est de voir un de leurs proches en proie à la maladie, ou même mourir. Mais dans mon cas, ce fut de voir ma grand-mère aller mieux. Peu après sa sortie de l'hôpital, alors qu'elle était censée vivre ses derniers jours, elle est tombée sur un reportage dans le 60 Minutes de CBS News consacré à Nathan Pritikin, un des pionniers de la médecine fondée sur le mode de vie, qui avait acquis la réputation de pouvoir inverser l'évolution de la maladie cardiaque au stade terminal. Il venait juste d'ouvrir un nouveau centre en Californie, et ma grand-mère, en désespoir de cause, a traversé le continent pour devenir une de ses premières patientes. Dans ce programme, les personnes résidaient sur place et suivaient un régime végétalien avant de commencer une série d'exercices physiques progressifs. Ma grand-mère est arrivée en chaise roulante et elle est repartie sur ses deux jambes. Je ne l'oublierai jamais. Elle a même figuré dans la biographie de Pritikin, l'homme qui a guéri le cœur de l'Amérique. The Man Who Healed America's Heart. Ma grand-mère y était décrite comme à l'article de la mort. Francis Greger, originaire de Miami en Floride, était arrivé à Santa Barbara en chaise roulante pour une des premières séances de Pritikin. Madame Greger souffrait d'une maladie cardiaque, d'une angine de poitrine et de claudication. Son état était si grave qu'elle ne pouvait marcher sans ressentir une forte douleur dans la poitrine et les jambes. Mais au bout de 3 semaines, non seulement elle n'était plus dans une chaise roulante, mais elle marchait 15 km par jour. Quand j'étais petit, la seule chose qui comptait pour moi était de pouvoir à nouveau jouer avec ma grand-mère. Mais au fil des années, j'ai fini par comprendre l'importance de ce qui venait de se passer. À l'époque, le monde médical ne pensait même pas qu'il était possible d'inverser l'évolution de la maladie cardiaque. On prescrivait des médicaments pour essayer d'en ralentir la progression, et on avait recours à la chirurgie pour contourner le problème des artères obstruées et essayer de soulager les symptômes. Mais la maladie s'aggravait ensuite peu à peu jusqu'à la mort du patient. À présent, nous savons que dès que nous cessons de consommer des aliments qui obstruent nos artères, notre corps commence à s'auto-guérir. Et dans de nombreux cas, les artères se débouchent sans médicaments ni chirurgie. À l'âge de 65 ans, ma grand-mère était condamnée par le monde médical à la peine de mort. Grâce à une alimentation et à un mode de vie sain, elle a pu profiter de 31 ans supplémentaires sur cette terre avec ses 6 petits-enfants. La femme à qui les médecins avaient un jour annoncé qu'elle n'avait plus que quelques semaines à vivre n'est pas morte avant l'âge de 96 ans. Non seulement sa guérison quasi miraculeuse a donné à son petit-fils l'envie de devenir médecin, mais elle a vécu assez longtemps pour le voir obtenir son diplôme. Le temps que je devienne médecin, des monstres sacrés tels que le Dr Dean Ornish, le président et fondateur de l'Institut de recherche en médecine préventive, Preventive Medicine Research Institute, une institution à but non lucratif, avaient déjà largement prouvé ce que Pritikin avait démontré de façon empirique. Grâce aux dernières avancées technologiques, le PET scan cardiaque, l'artériographie coronaire quantitative et la ventriculographie isotopique, le Dr Ornish et ses confrères ont montré que l'approche la moins technologique, fondée sur le régime alimentaire et le mode de vie, pouvait indéniablement inverser le cours de la maladie coronarienne, notre principal fléau. Les études du Dr Ornish et de ses confrères ont été publiées dans des revues médicales parmi les plus prestigieuses au monde. Et pourtant, la pratique médicale n'a guère changé. Pourquoi ? Pour quelles raisons les médecins prescrivent-ils toujours des médicaments et emploient-ils des procédures axées sur la tuyauterie, destinées uniquement à traiter les symptômes de la maladie cardiaque et à essayer d'empêcher ce qu'ils ont choisi de considérer comme inévitable,
une mort prématurée. Il m'était impossible de me leurrer. En médecine, certains enjeux n'ont rien à voir avec la science. Dans le système de santé américain, les médecins sont payés à l'acte et en fonction des médicaments qu'ils prescrivent, ce qui récompense la quantité au détriment de la qualité. Nous ne sommes pas rémunérés pour le temps que nous passons en consultation avec nos patients à les informer sur les bénéfices d'une alimentation saine. Si les médecins étaient rétribués en fonction de leur performance, il y aurait une incitation financière à traiter les causes de la maladie liées au style de vie. Tant que le mode de rétribution des médecins n'évoluera pas, il n'y aura aucun grand changement dans le domaine des soins médicaux et de la formation médicale. Un quart des facultés de médecine seulement dispensent un cours consacré à la nutrition. Lors de mon premier entretien d'admission à l'université de Cornell, je me souviens que le professeur avait déclaré de façon catégorique « La nutrition est superflue dans le domaine de la santé humaine ». Et c'était la parole d'un pédiatre. Je savais que le parcours qui m'attendait serait long et semé d'embûches. À la réflexion, je crois que le seul membre du corps médical qui m'ait jamais posé de questions sur le régime alimentaire d'un membre de ma famille est notre vétérinaire. J'ai eu le privilège d'être accepté dans 19 facultés de médecine. J'ai choisi l'université de Tufts parce que c'était celle qui se vantait d'avoir la formation en nutrition la plus complète. 21 heures, ce qui représentait moins de 1% de l'ensemble du programme. Au cours de ma formation médicale, l'industrie pharmaceutique m'a proposé un nombre incalculable de dîners à base de steaks et d'importants avantages en nature. Mais je n'ai jamais reçu d'appel émanant d'un gros producteur de brocolis. Si vous entendez parler des derniers médicaments à la télévision, c'est parce que leur promotion est assurée par des entreprises qui y consacrent un énorme budget. Vous ne verrez sans doute jamais de publicité pour les patates douces. Et les découvertes capitales à propos du pouvoir des aliments sur la santé et la longévité ne seront jamais rendues publiques. Ce n'est tout simplement pas assez lucratif. À la faculté de médecine, même avec nos dérisoires 21 heures de cours de nutrition, jamais n'a été mentionnée la possibilité de modifier le régime alimentaire pour traiter les maladies chroniques, et encore moins pour les inverser. Je n'ai été informé de ces recherches qu'en raison de mon histoire familiale. Au cours de ma formation, une question me hantait. Si le traitement de notre principale cause de mortalité pouvait se perdre dans d'obscures considérations, que pouvait-il bien y avoir d'autre enfoui dans la littérature médicale? J'ai décidé de consacrer ma vie à le découvrir. Pendant mes années à Harvard, j'ai passé la plupart de mon temps plongé dans les piles de livres poussiéreuses du sous-sol de la bibliothèque de médecine. J'avais commencé l'exercice de la médecine, mais quel que soit le nombre de patients que je voyais à la clinique chaque jour, même quand je réussissais à changer la vie de familles entières, je savais que ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est pourquoi je suis parti sur les routes. Avec l'aide de l'American Medical Student Association, mon but était de donner une conférence dans chaque faculté de médecine du pays, tous les 2 ans, afin d'influencer toute une génération de nouveaux médecins. Je ne voulais pas qu'un étudiant obtienne son diplôme sans connaître cet outil précieux, le pouvoir de l'alimentation. Si ma grand-mère n'avait pas été condamnée à mourir d'une maladie cardiaque, aucun autre grand-parent ne devait l'être. J'ai parfois donné jusqu'à 40 conférences par mois. J'arrivais dans une ville et m'exprimais devant le Rotary Club au petit déjeuner. Je faisais une présentation à la faculté de médecine à l'heure du déjeuner et j'intervenais dans une association le soir. Je passais le plus clair de mon temps dans ma voiture et en définitive, j'ai donné plus de 1000 conférences à travers le monde. Sans grande surprise, la vie sur les routes s'est révélée impossible à tenir sur le long terme. J'y ai laissé mon mariage. Comme je recevais plus de demandes de conférences que je ne pouvais en accepter, j'ai commencé à compiler le fruit de mes recherches annuelles dans une série de DVD, intitulée « Latest in Clinical Nutrition », les dernières découvertes en nutrition clinique. Il est difficile à croire que j'en sois presque au 30e volume. Chaque centime que je reçois pour ces DVD est directement reversé à une œuvre de bienfaisance, tout comme le produit de mes conférences et de la vente de mes livres, y compris celui que vous êtes en train de lire en ce moment.
Si corruptrice que soit l'influence de l'argent sur la médecine, elle me semble encore pire dans le domaine de la nutrition, où tout le monde paraît avoir...